Que tu utilisais la métaphore et la synesthésie. La synesthésie. Ouais, je nous expliquer un peu qu'est-ce que la synesthésie par moment est importante dans ton travail d'écriture, justement pour représenter ces molécules, pour représenter ces choses qui sont, je ne veux pas dire grandes, mais difficilement perceptibles. La synesthésie, pour les médecins, pour les cliniciens, ça peut être une forme de désordre mental. C'est le genre de sensation qui fait que, par exemple, quand on voit une image, on sent une odeur particulière, ou une couleur peut évoquer une odeur, une sensation de toucher peut renvoyer, elle, à une couleur. Enfin, c'est le fait de confondre les registres sensoriels et de passer de l'un à l'autre. Et comme je pense qu'on est obligé, pour écrire, de travailler beaucoup sur la métaphore, ben moi j'aime bien jouer avec les métaphores qui font passer de sensations visuelles à des sensations tactiles, de sensations tactiles à des sensations olfactives ou au registre du goût. Et ça donne des possibilités de création très intéressantes. Je ne sais pas si... je peux dire un mot sur une autre nouvelle que j'ai écrite qui jouait aussi là-dessus, qui s'appelle Définissez priorité et qui est dans Espace insécable. Dans cette nouvelle, le défi qui se pose aux hommes qui viennent de découvrir l'existence d'une nouvelle planète extrêmement lointaine et d'aller jusqu'à cette planète et d'essayer d'en récolter un maximum d'informations, sachant que toute trace de vie a disparu à la surface de cette planète et que la seule chose qui reste, ce sont c'est du sable, des particules de sable, tout a disparu. Les siècles, les millénaires qui ont passé depuis que la civilisation et les extraterrestres immigrés n'a laissé que de minuscules des grains de sable. Et il faut exploiter ces grains de sable et essayer d'en tirer un maximum d'informations sur les êtres qui vivaient là, la civilisation qu'ils avaient construite et leur histoire. Et j'ai développé toute une métaphore finalement, au travers des instruments de lecture qui, d'une part, analysent la texture, le poids, tout un tas de caractéristiques physiques des particules, mais en même temps, essaient de... Toute la question que se posent les scientifiques, qui sont les principaux protagonistes de mon histoire, c'est comment faire pour construire des appareils qui donnent à lire de manière rapide et simple aux gens qui vont les utiliser, des informations qu'on est capable de construire, mais qu'on ne sait pas comment raconter à leurs utilisateurs. Donc voilà, ils finissent par se dire, on essaie de restituer une trame temporelle, on n'arrivera pas à le faire rien qu'avec de l'image ou avec quelque chose qui est statique. Il faut donc utiliser un procédé dynamique et ils choisissent une trame musicale finalement qui va véhiculer des séquences d'événements. Je vais lire un tout petit bout, si j'arrive à tenir le micro, trouver la bonne page. Voilà. Non, attends, c'est là. C'est juste que je trouve où ça commence. Voilà. Aïda pouvait maintenant produire une image qui restituait la texture, l'agencement et le modelé des grains, la température et la pression des couches de sable. L'image était belle, troublante, il était assez facile d'apprendre à la lire. Mais à l'image s'associait, avec la nouvelle nanomachine, un murmure traversé de rides et de soupirs. Ce n'était pas tout à fait de la musique, c'était plutôt du bruitage mélodieux. C'était la musique des siècles, traversée de craquements et de grésillements, ponctuée par des pas légers ou par le vague murmure de voix inaudibles. Elle n'avait pas fait beaucoup d'essais depuis sa nanogreffe la veille. Elle avait longtemps observé le vieux fauteuil avachi dans son séjour. Elle avait distinctement entendu les lourds postérieurs qui chutaient, ceux qui se coulaient avec volupté, et puis aussi les sauts énergiques et rapides, sans doute ceux d'un enfant qui jouait. Les crissements d'ongles sur la coudoir, une fois même peut-être le glissement léger d'un stylo. Elle avait essayé de regarder les gens bien en face aussi, avec insistance. C'était peine perdue. Ça faisait un brouhaha invraisemblable dans le lointain.
comme si on était sous l'eau. Et si tout autour de la piscine, il y avait un orchestre symphonique avec une centaine d'invités, riant, piaillant et jacassant, et des bombardements en même temps et des enfants qui pleurent. Ça ne menait à rien. Elle avait eu de meilleurs résultats avec de vieux objets paisibles qui n'avaient pas trop servi. Une vieille cruche qui n'était même plus un vase à fleurs lui avait renvoyé les échos les plus clairs. Et jusqu'au ruissellement aigu de l'eau qui coule dans un bassin en cuivre. Voilà, donc passer d'un langage à l'autre, d'un registre à l'autre, d'une forme d'un niveau de sens à un autre, du sens le plus abstrait au plus concret. Oui, l'histoire des grains de sable, alors c'est très rigolo que tu parles de ça, parce que dans le prochain livre de Julius Corentin Ekfrak, qui s'appellera Le Décalage, qui sortira dans quelques semaines, il y a justement un passage où, là aussi, il y a un parfum d'infini qui vient visiter les narines des personnages, qui sont perdus dans une espèce de no man's land, une espèce de bouche-trou narratif qui s'appelle le rien. Et à un moment donné, donc, ils s'amusent à, comme ils n'ont rien à faire, ils ont juste à considérer ce sable et ces grains de sable, ils commencent à délirer sur le fait que, bah oui, il y a beaucoup de grains de sable dans le rien, il y a 10 puissance 9 grains de sable par mètre cube, il y en a un qui s'est amusé à compter ça, ce qui fait 10 milliards en fait, à raison là. Et voilà, et donc l'un des personnages s'aperçoit que, ce qu'on croyait être un grain de sable n'est pas vraiment un grain de sable. Alors si on peut passer l'image suivante. Voilà, et là il réalise que chaque grain de sable est un mot de 26 lettres. Et à chaque fois qu'ils prennent un grain de sable, c'est un mot de 26 lettres. En fait, donc ils en déduisent que chaque grain de sable est une possibilité d'un agencement de 26 lettres. Et donc, ils marchent depuis des jours dans ce rien qu'ils croyaient être du sable, et en fait, ce ne sont que des mots. Alors voilà, c'est une espèce de métaphore un peu lacanienne, sans doute. Mais, et donc, ils s'amusent évidemment à... Alors, la page suivante, on va s'apercevoir que le scientifique compte, à partir du moment où ils comprennent que c'est que chaque grain de sable est une variante possible d'un agencement de 26 lettres, le scientifique en déduit qu'il peut calculer la dimension du rien. Et le rien, il s'imaginait que le rien était infini, et en fait il n'en est rien. Il calcule le nombre de possibilités, et c'est la formule qui est là-haut, vous voyez, c'est 26, c'est la somme de toutes les factorielles de 26, plus factorielle de 25, plus factorielle de 24, ce qui donne un chiffre absolument astronomique. Ça donne quelque chose comme 10 puissance 32, 6 multiplié par 10 puissance 32 possibilités. Et donc le scientifique en déduit une dimension du rien, et il arrive sur un espèce de cubage de 100 millions de kilomètres par 100 millions de kilomètres sur 600 kilomètres d'épaisseur. Et donc ça, c'est intéressant dans un petit délire comme ça, on peut mettre la page suivante, c'est simplement de montrer que toutes les possibilités d'un agencement de 26 lettres, si chacune était un grain de sable d'un millimètre cube, on aurait ce volume-là. Donc ça montre un petit peu que des fois, quelque chose de bien fini, puisque là c'est quand même fini, ça a aussi un petit peu à voir avec l'infini. Mais ce dont tu viens de me parler, là, c'est quelque chose, je sais pas si tu me rappelles, un sketch de De Vos, il vous parlait du rien, du 3 fois rien, du moins que rien, du plus que rien. Est-ce que tu penses que tu as un rapport avec ça finalement, ou dans la démonstration? Oui, bien sûr. Oui, moi j'aime bien jouer aussi avec les mots. Dans le décalage, d'ailleurs, il y aura des passages évidemment très dévotiens aussi. De Vos, alors si on pouvait essayer parce qu'il faut attention, il ne faut pas s'écarter du sujet de l'infini. Attention hors sujet, mais De Vos, effectivement, lui, en fait, il essaye d'épuiser l'infini. C'est-à-dire avec sa logorrhée qui essaye de cerner, d'épuiser un mot, on voit bien qu'il essaye de coincer l'infini des mots quelque part. Bon, évidemment, il n'y arrive pas et ça lui échappe comme une savonnette, mais c'est dans cette tentative qu'il est intéressant et qu'il est truculent. Moi, je trouve que
on est en plein au cœur de la question de l'émerveillement scientifique, mais dans un domaine où il est assez rare, c'est-à-dire face aux mathématiques pures, à ce qu'il y a de plus abstrait, et c'est un vertige philosophique finalement. Mais face à une approche qui est la plus rationnellement et scientifiquement abstraite. J'adore. Oui, c'est-à-dire qu'à travers une métaphore comme ça, j'essaye aussi de donner comment dire, ça peut être une métaphore, vous voyez, de la combinatoire de ADN, par exemple, la génétique. On a tous un code génétique bien précis, et jusqu'à la nuit des temps, votre code génétique de chacun de vous est unique. C'est-à-dire que la nature a inventé un système de combinatoire de notre code génétique, de l'ADN, qui est fait de telle sorte que même si l'humanité dure encore 1000 milliards d'années, votre code génétique restera unique. C'est absolument impossible qu'il y ait un code génétique un jour qui soit identique au mien ou identique à chacun d'entre nous. Donc voilà, c'est simplement pour dire que quand on commence à travailler dans la combinatoire et les probabilités, on est dans des chiffres qui ont à voir avec l'infini. C'est évidemment aussi la bibliothèque de Babel, enfin, c'est la lecture la plus simple. Bien sûr. Avec 26, on va directement vers l'alphabet. Oui, bah oui, 26, oui, c'est évidemment l'alphabet. Donc Marc, toi tu t'attaches dans la bande dessinée, mais alors aussi tu as aussi une deuxième corde à ton arc, le scénographe. Est-ce que dans ton travail à la scénographie, c'est la gestion de la 3D, de la qualité, comment tu conçois justement cet affinement grand sur mon petit par rapport à ce type de mise en scène? Ouais, alors la scénographie ou la mise en scène d'espace, c'est un peu différent parce que justement, on est plus dans le concret, on est plutôt dans l'immersion, alors là, pour le coup, sensoriel. Et quand on est dans un espace quel qu'il soit, on sait d'emblée qu'il est fini et qu'il est défini. Donc c'est toujours difficile d'évoquer ou de suggérer l'infini dans des espaces concrets, si ce n'est à travers des miroirs, pour l'avoir utilisé quelquefois en scénographie, ou alors faire le noir. C'est-à-dire que dans les scénographies ou de théâtre ou d'exposition que l'on fait avec l'équipe de Lucilhomme, souvent on abstrait les limites des espaces, de l'espace, on fait souvent des fondus au noir, de sorte que le regard puisse se poser sur les objets ou la présentation des œuvres qu'ils ont à proximité, et ces objets et ces focus en fait sur ces objets ne se font souvent d'une manière intéressante que parce que derrière il y a un noir et il y a un fondu au noir. Voilà, mais c'est vrai que dans les scénographies c'est difficile de suggérer à l'infini. Finalement, oui, quand on parle de scénographie dans le concret, il revient à ce que tu disais à ton début sur les sensations, sur les sensoriels finalement, qui est aussi très très important dans cette notion d'infiniment grand, infiniment petit. Et tout simplement parce que c'est par ce biais-là qu'on communique. Quand on est dans une production artistique, on est dans une recherche de communication avec l'autre, donc il faut bien trouver un canal, après une manière de parler. Donc il y a plein de formes de langage, c'est intéressant, je pense, on essaie de les mélanger, d'inventer de nouveaux langages, mais qui soient... Mais les langages par définition, c'est quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord, c'est une fonction de faciliter la médiation. Et c'est intéressant d'inventer des langages sur lesquels on ne s'est pas mis d'accord avant, mais qu'on essaie de proposer au lecteur, et puis on va voir s'il s'en empare et si ça marche avec lui. C'est très expérimental comme démarche. Enfin, je ne sais pas si tu éprouves le même doute que moi, j'imagine que oui, en se demandant à chaque fois si ça va parler, si ça va avoir un sens, si ça va dire quelque chose à celui qui le lit. C'est jamais gagné, et c'est justement dans ce défi-là qu'on a le plus de satisfaction. Donc oui, c'est